Est-ce que ça marche? Bonjour, salut la team. On va commencer par le petit test technique. Je vais juste vous jouer un petit peu de son pour être sûr que c'est audible tout au long de la conf. Le principe, c'est que je vais vous faire écouter des trucs, plein de systèmes éparses, et qu'à la fin, on se fasse une petite démo du jeu ensemble pour que vous écoutiez tout rassemblé. Mais du coup, je vais vous jouer un son maintenant tout de suite, histoire de voir si ça marche. Visiblement, non. Est-ce que c'est juste pas assez fort? J'ai mis plus fort à la régie si ça vous intéresse. Et normalement, ça module. C'est du vent. Ouais! Super, c'est juste du vent. Très bien, eh ben, bienvenue à Rendre la ville vivante. Petit sommaire pour vous donner le programme quand même. On va parler du contexte du jeu, de moi, qu'est-ce que je fais à Ubisoft en général, de qu'est-ce qu'on a fait en tant qu'équipe. On va parler de système. Là, vraiment, je ne vais pas parler de création sonore pure, de comment on a fabriqué les assets, mais plutôt vraiment de comment on a créé un univers cohérent en les intégrant. On se fera une petite démo du jeu à la fin. J'ai lancé la build, ça souffle à côté de moi, donc ça veut dire que ça marche, je pense. Et un petit Q&A si on a le temps, mais normalement, tout rentre. J'ai fait une petite répétition et ça rentrait. Moi, c'est Gwen, je suis conceptrice sonore. Ça fait 3 ans que je suis à Ubisoft Bordeaux, j'étais à l'Engine avant. Donc je fais des outils de création sonore, comme on l'a dit plus tôt, et je suis très fan de mon chat que j'emmène en balade, on peut le voir sur la photo. J'accepte à la fin les questions sur Mirage et sur le chat, c'est comme vous voulez. J'ai bossé à Ubisoft sur 4 projets en tout depuis mon arrivée. Project Q qui était un jeu de multi en ligne sur Unreal, Battlecore Arena qui était un autre jeu multi en ligne sur Unreal, et 2 Assassins, dont le prochain qui va sortir très bientôt. J'ai envie de dire wishlistez-le sur Steam, mais je suis même pas sûr qu'il soit wishlistable. Faites ce que vous voulez. Mais du coup, on est là pour parler de Mirage, qui est un jeu chouette. Le 14e, 15e opus de la série Assassin's Creed. Je le présente un peu mieux après. Je n'ai pas bossé toute seule du tout. C'est des projets énormes où on est plein de studios de partout dans le monde et on a plein de compétences différentes. Et rien qu'en audio, à Bordeaux spécifiquement, qui était l'équipe qui dirigeait le projet, en audio, on était une quinzaine. Ça rassemble des sound designers et designers, des QA audio, des voice designers, des lead audio, un audio director, des project coordinators, sans qui on ne pourrait rien faire, des programmeurs audio pour nous faire plein de nouvelles belles features, et des tech audio qui nous intègrent nos belles features. Si ça intéresse des gens qui font de l'audio, sur ce projet, on a bossé avec Wise et Reaper. On a notre moteur de jeu maison qui a été utilisé depuis le premier Assassin et sur les Prince of Persia qui s'appelle Anvil. Et on a Oasis qui est un truc de gestion de voix parce que c'est des jeux très narratifs et du coup il y a genre des dizaines de milliers de fichiers de voix. Et du coup les gérer juste comme ça avec un grand Excel, c'est n'importe quoi, et on a un logiciel dédié, heureusement. C'est une petite image de l'équipe, enfin une partie de l'équipe quand on était en train de faire une formation synthétiseur il y a genre 3 semaines, c'était très très bien. Je recommande, c'était à Andernos, allez-y. Le jeu, il est sorti en 2023. Alors, au cas où il y a des arabophones dans la salle, je vais essayer de pas massacrer des noms, mais je vais mal les prononcer parce que je sais pas très bien parler arabe, ou même pas du tout. Donc, on incarne Basim ibn Ishaq, et on joue dans l'Empire abbasside au IXe siècle. L'Empire abbasside, à l'époque, c'est le plus grand empire du monde, quasiment. C'est le centre du monde, clairement, pour tout ce qui est art, médecine, sciences, culture, poésie, tout ce que vous pouvez imaginer. Et du coup, il y a des gens qui viennent de partout dans le monde. La capitale est à Bagdad, dans l'actuel Irak. Mais c'était vraiment immense, puisque ça s'étendait même jusqu'en Andalousie, d'où le nom vient de là, c'est genre Al-Andalus à l'époque, bref. Et comparé au jeu précédent, un truc important, c'est qu'on a restreint le terrain de jeu. Les très très gros assassins des dernières années, ce sont des trucs qui se passent dans des régions entières, toute la Grèce, toute la Méditerranée, ce genre de choses. Et là, pour un retour aux origines, et aussi un jeu plus petit, vu qu'il fait une trentaine d'heures, contre 120 heures pour Valhalla, le jeu précédent, là, on ne joue que dans une seule ville, qui va être la ville de Bagdad, qui est hyper grande, multiculturelle, avec plein de facettes, plein de choses à montrer. Mais du coup, voilà, on se restreint à cette capitale et ses environs, ce qui va être un terrain de jeu super intéressant et ce qui demande du coup de lui créer une ambiance sonore propre, marquante. Forcément, comme dans tous les jeux, et surtout avec une aussi grande équipe, on a des piliers qui servent à tout le monde, qui servent à se recentrer sur nos valeurs communes ou nos points à mettre en avant. Notre premier pilier pour un jeu Assassin's Creed, ça paraît évident, c'est devenir un assassin. On incarne un ado au début du jeu, à la fin c'est un maître assassin, sans spoiler. Et du coup, forcément, il y a tout le cheminement de ce personnage et sa maîtrise au fur et à mesure de ses compétences. Une ville immersive.
Le but, c'était quand même de faire que, voilà, on va passer une trentaine d'heures dans Bagdad à faire plein de choses, grimper sur les toits, en haut des minarets, visiter les bâtiments, évader des gens de prison, plein de trucs. Donc il fallait mettre les efforts pour tous les corps de métier que cette ville soit intéressante. Et enfin, un voyage mémorable, ce sont des jeux narratifs qui ont beaucoup de dialogues, qui ont beaucoup d'options, qui ont beaucoup de chemins, et du coup il fallait que ça soit riche en choix et en narration aussi. Bagdad, ça ressemble à ça. Alors, un truc hyper avantageux pour nous qui faisons de la fiction historique, c'est que cette Bagdad-là n'existe plus, en fait, avec des invasions après. Elle a été complètement rasée, et du coup, à la fois, on a des traces, on a bossé avec beaucoup d'archéologues, ce qui est toujours un plaisir sur Assassin's Creed. À la fois, on avait aussi des grandes libertés d'interprétation, parce que les sources sont minces, et qu'il n'y a littéralement plus aucune trace de cette ville qui a été complètement reconstruite différemment après. On va beaucoup parler de quartiers, donc je vais juste vous parler très vite de comment la ville est découpée. Vous voyez les noms qui s'affichent. On a 4 quartiers à l'intérieur de Bagdad qui s'appellent Harbiya, Abbasiya et Karh, et la Round City qui est l'endroit central. Harbiya, c'est un endroit où il y a tous les gens qui bossent, ça va être les pécores, les gens qui travaillent à la dure, qui sont des roturiers. Abbasiya, c'est le grand quartier de la culture, de la médecine et de la science. Donc on va avoir les gens érudits, peut-être de cultures plus variées parce qu'ils viennent de loin pour étudier. Et Karh, c'est le grand quartier où il y a les bazars, les espaces marchands, et du coup, ça va être l'espace plus où il y a de la foule, où il y a du monde, où c'est très ouvert, où tu vas pouvoir trouver tout et rien, et ça va être chouette. Et la Round City, du coup, qui est l'espèce de palais avec une muraille, où il y a toute la noblesse qui vit, le calife, puisque le grand chef de cet empire, c'est un calife, et c'est forcément plus défendu, plus gardé, ça va être un peu, vous vous en doutez, les moments les plus tendus du jeu qui se passeront là-dedans. Toute l'équipe crée plein de trucs, notamment les gens qui bossent dans le moteur. Et en gros, le moteur de jeu peut nous indiquer plein de choses au moteur audio et qui permettent de jouer et moduler nos sons. Donc je vais beaucoup parler de quels paramètres nous intéressent, parce qu'on joue jamais nos sons dans le vide sans aucun contexte. On va toujours le faire en fonction de ce qui est en train de se passer dans le jeu. Et il y a en gros 6 gros paramètres qui vont nous intéresser aujourd'hui et en général. Le plus évident, c'est ce dont je viens de vous parler, c'est les grands quartiers de la ville. C'est du coup l'un des 4 quartiers, mais on avait aussi des sous-districts, parce que typiquement, rien que dans Abbasiya, l'endroit où il y a de la science, la culture et la médecine, il y a un district de science, un district de médecine, un district pour l'art. Donc voilà, ça va pouvoir conditionner plein de choses. Pas que pour l'audio, bien sûr. On va avoir l'heure de la journée, puisque c'est un monde ouvert où le temps avance, et du coup, que ce soit le jour ou la nuit, forcément, il se passe des choses très différentes dans les routines des PNJ, dans l'histoire, mais c'est aussi un jeu d'infiltration, donc forcément, faire des missions de nuit va être très différent de faire des missions de jour, donc ça va pouvoir informer plein de choses. On y reviendra après. L'attitude, puisque c'est une ville très verticale, il y a les maisons des gens communs qui sont assez basses, on a quelques bâtiments importants qui vont être plus hauts, et après les palais, les minarets, les grandes tours, des murailles qui vont nous permettre de vraiment prendre de la hauteur, et forcément, rien qu'en termes d'urbanisme, d'esthétique, mais aussi forcément de son, cette altitude va nous intéresser. L'avancement de l'histoire, alors c'est pas forcément pour l'ambiance, mais je voulais vous en parler parce que je trouve que c'est hyper intéressant pour voir vraiment le détail que chaque équipe met dans le jeu. On a des gens qui font que de la voix sur notre projet, ils étaient 2 sur ce projet, et par exemple ils se sont servis de dans quel chapitre on était dans l'histoire, il y en a 8 en tout à peu près, si je me rappelle bien, et en fait l'image double, le doubleur du personnage principal a enregistré plein de versions différentes des respirations de Basim et de sa voix, avec plus ou moins de confiance dans ce qu'il fait, plus ou moins d'hésitation et plus ou moins d'essoufflement. Et en fait, plus on avance dans l'histoire, plus Basim devient un assassin compétent, et du coup, plus son parcours lui demande moins d'efforts, et donc il est moins haletant, il est plus confiant dans ce qu'il raconte. Et voilà, c'est comme ça qu'on utilise des paramètres pour conditionner c'est les mêmes sons qu'on l'envoie, mais ils vont être conditionnés par ce paramètre-là. Alors le NPC state, j'ai pas réussi à vous le dire autrement. NPC pour non-playable characters, c'est les PNJ. C'est un truc qui va nous informer de, en gros, comment nous perçoivent les gens autour de nous. Est-ce qu'on est recherché? Est-ce qu'ils nous cherchent alors qu'on est en train de se cacher? Est-ce qu'ils sont en train de se battre avec nous? Ça va conditionner notamment comment joue la musique. Est-ce que c'est une musique de combat? Est-ce que c'est une musique d'infiltration? Est-ce que c'est une musique d'exploration? C'est facilement conditionné par dans quel état sont les PNJ autour de nous, en fait. Et enfin, vu qu'on est un peu comme dans plein de jeux d'infiltration possiblement recherchés en tant que criminel, on a un bounty, je trouve plus le mot français, mais c'est pas grave. Et du coup, la valeur de ce bounty va faire qu'on est plus ou moins activement recherché par et les habitants de la ville et les gardes, et ça va conditionner plein de choses, notamment sur la musique. Ça
fait beaucoup, mais il y en a plein d'autres en vrai. Et rien que sur l'ambiance du jeu, en fait, on a 1000 milliards de systèmes. Quand je préparais la présentation, je l'ai montré à mon directeur audio pour qu'il me donne son aval et parce que c'est un peu un mentor et quelqu'un dont je respecte la vie. Et il me disait, mais en fait, t'as pas tout mis. Oui, j'ai pas tout mis. Il y a trop de systèmes d'audio dans ce jeu, rien que pour l'ambiance. Là, c'est vraiment que l'ambiance, donc vraiment le fond sonore, pas les choses actives. Mais ce serait beaucoup trop de vous parler de tout ça. Donc, on va se concentrer sur 5 systèmes sur lesquels je vais essayer d'aller assez vite. On va écouter séparément et à la fin, dans la démo, vous pourrez essayer de comprendre comment ça s'agence tout ensemble. Mais déjà, peut-être, on va parler de comment ça se passe de l'audio dans un jeu, si jamais vous en avez jamais fait en tant qu'artisan, ou si vous avez jamais prêté l'oreille parce que vous écoutez Spotify en même temps que vous jouez à Fortnite. Je vous jette pas la pierre. Mais voilà comment ça se passe. Je vous ai fait un schéma très complexe, essayez de suivre. On a Bassim. Ok ? C'est notre personnage principal. Il existe dans un espace en 3 dimensions, et donc il y a plein de choses autour de lui. Des PNJ, des bâtiments, des oiseaux, des objets. Là, j'ai symbolisé l'environnement par une torche. Parce que c'est simple et on sait que ça fait du bruit, ça fait de la lumière. Mais là, c'est cool, il y a un personnage et un univers, mais on voit rien du tout parce qu'on n'a pas choisi de point de vue. Donc on pose une caméra virtuelle. C'est ce gentil Spielberg qui nous aide aujourd'hui. Parce qu'on doit choisir un point de vue. Là, c'est un jeu à la 3e personne, donc on est toujours derrière le personnage globalement et à distance. Et c'est super, donc on voit des trucs, mais pour l'instant, il n'y a pas de son. Donc il faut qu'on ait un point de vue sonore. Donc on met un micro. C'est vraiment, on place dans le jeu un micro virtuel qui se déplace avec la caméra et le personnage. Généralement, dans un jeu à la 3e personne, il y a plein de manières de faire, mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on choisit quelque part sur la ligne, le vecteur, entre la caméra et le personnage. Donc on est toujours à peu près dans la même orientation que la caméra, mais pas trop loin du personnage non plus pour avoir la proximité des objets. Et là, vous me dites, super, on a un micro, on a une caméra, mais en fait, il n'y a rien qui joue, on n'a pas choisi de son. C'est un univers concret de toute pièce, donc la torche ne fait pas naturellement du bruit. Donc on va placer, après le micro, des haut-parleurs virtuels qui vont lancer des sons, notamment torche.mp3. Vous vous doutez bien que les noms sont beaucoup plus longs des fichiers parce qu'il y en a tellement qu'il faut mettre beaucoup de détails. Et la vérité, c'est qu'il y en a énormément de haut-parleurs virtuels, invisibles, parce que tout fait du bruit. Et en fait, au lieu de se dire on va tricher sur tout et constamment faire croire que le son joue de quelque part, non, on va vraiment placer les émetteurs, les haut-parleurs, sur les objets qui vont lancer les sons plus tard. Notamment sur Bassim, en fait, il y en a plein. Parce qu'il fait du bruit avec sa bouche, vu qu'il parle et qu'il respire pendant qu'il fait des choses, il y a un haut-parleur au niveau de sa tête. Ses armes font du bruit, donc il y a un haut-parleur au niveau de ses épées et de ses dagues. Il fait du bruit parce qu'il interagit avec l'environnement en marchant sur le sol, donc il y a des haut-parleurs au niveau de ses pieds. Il y en a partout, et du coup, c'est vite la cacophonie. Et donc, là, je vais vous parler de plein de systèmes, mais il faut imaginer qu'en plus de tous ces systèmes qui jouent du son, à la fin, il faut trouver une manière de mixer le jeu, et donc d'accorder tout ça et que ça sonne cohérent. Super, on passe au premier système. Non, je voulais vous rappeler un truc avec le schéma précédent. En fait, on pourrait se dire qu'avec les objets visibles, genre les torches, les fontaines, les passants, les oiseaux qu'on voit parce qu'ils sont modélisés en 3D dans le jeu, on a déjà tous les sons qu'il nous faut. Mais en fait, pas du tout, parce que suffit que nous, on soit dans un endroit calme, une ruelle, je sais pas, un endroit isolé, vous êtes allé au milieu du désert, en fait, il n'y a pas forcément grand-chose de visuel qui va faire du son. Et donc, le travail de l'équipe audio va être de remplir cet univers avec des choses invisibles, que ce soit le hors-champ, le lointain. Et ça, vous pourriez vous dire, oui, mais on a mis un émetteur sur ce connard qui vend des choux à 20 km, on devrait l'entendre. Non, parce qu'en fait, pour optimiser, la console ne va tout simplement pas charger ce mec si vous ne le voyez pas parce qu'il est trop loin. Donc, on doit suggérer, il y a des choses hors-champ. Et pour ça, on crée de l'ambiance. C'est tout le sujet de la conférence, bienvenue. Les pads, il y a plein de noms, je ne sais pas pourquoi on les utilise, notamment, je ne sais pas pourquoi on appelle ça un pad, mais un pad, c'est un fond d'air. En gros, c'est ce qu'il y a dans la vie toujours. On a toujours, que ce soit à l'intérieur, un peu de ventilation, le bruit de mon PC qui tourne, ou à l'extérieur, du vent, le bruit dans les arbres, mais vraiment toujours un fond d'air. Là, le but, c'est pas que ce soit chargé en information, mais juste que ce soit une base commune. Parce que le premier truc qui sort les gens de l'immersion, c'est le silence numérique. On sait que tout est factice, que d'un seul coup, le 4e mur se brise, que les décors s'effondrent à partir du moment où il y a un blanc, un vrai blanc, où il n'y a plus rien qui sort des enceintes. Et donc, pour ça, on va commencer par se servir des paramètres dont je vous ai parlé plus tôt. Ce fond d'air va être modulé par les heures de la journée. Parce qu'on pourrait juste mettre un vieux vent, un bruit blanc en fond qui nous aiderait à nous endormir la nuit. Mais ça ne suffit pas parce que déjà ça prend de la place et ça ne remplit aucune des fonctions de faire comprendre aux gens ce qui se passe et l'heure de la journée, ce genre de choses.
Et donc, par exemple, on va avoir 4 versions du vent qui sont le matin, le jour, le soir, donc au coucher du soleil, et la nuit. Je vais vous faire écouter le vent de base de jour. Je retente de jouer du son. Ouais. Ok, c'est du vent. Là, je vous le fais écouter très fort, mais en vrai, c'est censé jouer très très bas. Genre vraiment, ça ne sert qu'à faire un fond commun au reste du jeu. Donc il n'y a pas beaucoup d'informations dedans. Par contre, de nuit, on va avoir une version un peu plus chargée. On sait que de nuit, il y a beaucoup moins de choses qui se passent parce que les PNJ dorment, la plupart des activités seront calmes et on va faire de l'infiltration. Donc on peut se permettre de mettre un peu plus d'esthétique dans ce fichier. Donc là, c'est le même vent de nuit. Il y a des insectes. Est-ce que vous entendez bien? Ouais. Super. Voilà, tip top moumoute. Mais on s'ennuie un peu parce que c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que je sois à la première heure au bord du désert ou au cœur du palais, ça va être le même vent. Vous me dites on se fait un peu chier et vous auriez raison. Donc on va rajouter ce qu'on appelle des variations par POI. POI, c'est Points of Interest, et du coup c'était juste des lieux d'intérêt, parce qu'il y a des lieux tellement intéressants esthétiquement ou narrativement qu'on va vouloir leur donner une ambiance dédiée. Et donc on remplace le fond d'air habituel par un truc qui leur est propre. Par exemple, il y a un quartier entier de Harbiya qui est dédié au travail du charbon, où on crée du charbon et on fait des trucs avec des fours. Et donc on a un fond d'ambiance où on entend des gens un peu partout autour de nous travailler avec du charbon dans des fours, etc. Là, je vous le mets très fort, encore une fois, mais c'est un fond sonore. Ça transmet de l'information, ça transmet de l'ambiance. Et des fois, et c'est un truc que parfois en audio on oublie parce qu'on a envie de créer plein de trucs, on a envie de donner plein d'assets et vraiment se dire le monde est ultra vivant, il faut aussi remplacer nos trucs génériques par du silence. Genre le grand bazar, il y a tellement de PNJ, il y a tellement de choses qui se passent, d'actions, des choses qui peuvent interpeller, attirer le regard, qu'en fait on choisit d'enlever le vent à cet endroit-là parce que ça ne sert à rien. Ça va juste faire un bruit de fond supplémentaire qui va fatiguer l'oreille des gens et amener une surcharge auditive. Ça, c'est tout pour les pads. Vous savez tout. Le deuxième élément plus intéressant, après, c'est les RFX ou Random Effects. Et en gros, c'est des sons qu'on joue dans l'environnement. Je vais appeler ça vraiment le hors-champ sonore. Tout ce qui n'est pas visible, que ce soit parce qu'il n'est pas chargé visuellement, parce qu'il est trop loin, ou juste parce que c'est un peu caché, on va pouvoir le jouer par ce biais-là. Et le principe va être vraiment de placer des haut-parleurs invisibles aléatoirement dans un certain rayon autour de notre personnage. Ça peut être plein de choses. Et donc, il y en a un premier type qu'on appelle les surrounds, qui sont vraiment liés à rien, ils jouent juste aléatoirement autour de nous, mais ils sont modulés par dans quel quartier on est et à quelle heure de la journée. Donc ça peut être de la faune, je vais vous donner un exemple très simple, mais il va y avoir des oiseaux et des insectes dans le jeu. On en voit certains, mais forcément c'est beaucoup de petites choses à modéliser, et on ne va pas modéliser chaque cafard que vous croisez dans les rues. Donc on fait des sons d'insectes sans les voir. Et notamment, de jour, on peut entendre ça. Et c'est une mésange. Voilà. Et de la même manière, de nuit, on va pouvoir entendre des oiseaux nocturnes, genre une chouette. Et donc ça, il faut se dire, là on entend très près encore une fois, mais ça va jouer aléatoirement, au loin, dans les réverbérations du lieu, acoustiquement, ça va être logique et ça va être chouette. On va en lancer plein de différents. Le but c'est que plus il y en a et plus c'est varié, plus ça fond un truc organique où on n'a pas l'impression que les mêmes sons se répètent tout le temps et que c'est artificiel. C'est aussi la différence avec les pads. Les pads, c'est des boucles qu'on joue, c'est juste vraiment un fichier qui tourne en boucle, alors que les RFX, c'est plein de petits fichiers qu'on lance dans un ordre aléatoire, à une distance aléatoire, et rien qu'avec ça, on a une manière de constamment créer un univers qui se renouvelle. Donc on a parlé de faune, mais ça peut être de l'activité humaine. À Harbiya, il y a des gens qui bossent tout le temps, qu'on les voit parce qu'ils sont en face de nous, mais aussi au loin. Et donc la journée, on peut entendre des gens qui font des travaux, qui bossent avec leurs outils au loin. Et de nuit, pareil, en fait, il y a des gens qui bossent. C'est une ville qui ne dort jamais parce qu'elle est tellement grande qu'il y a toujours de l'activité. Donc, au loin, on peut entendre des gens qui balayent. Voilà. Ça, c'est super, mais en fait, c'est tellement abstrait, c'est vraiment pas lié à ce qu'il y a directement autour de nous que si on tourne la tête, je vois pas un mec qui balaye. Ça paraît un peu étrange. Donc, on a un deuxième type de RFX qui s'appelle les RFX. Ah oui, alors j'ai oublié de le dire, mais comme toujours, ça peut être remplacé, comme pour le vent, par des lieux d'intérêt, notamment. Il y a un endroit qui s'appelle la fauconnerie dans le palais, où en gros il y a vraiment plein de faucons, mais il faut suggérer qu'il y en a encore plus que ce qu'on peut montrer, donc on a des bruits au loin de faucons qui jouent tant qu'on y est. Voilà.
Mais le deuxième type de RFX, c'est des RFX entity. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on va commencer une vraie collaboration avec les autres équipes, notamment l'équipe de Level Art, les gens qui font l'environnement et les gens qui font le LD, le level design. Par exemple, on va essayer de récupérer les informations de ce qu'il y a autour du personnage, genre des arbres, des buissons, des cailloux, et ça va nous permettre de poser aléatoirement des sons d'insectes et d'oiseaux sur ces objets, parce que comme ça, si on se dit « Ah, j'entends une mésange », eh ben, cette fois-ci, je me tourne « Ah ben oui, effectivement, il y a un arbre, c'est complètement possible que ce soit là-dedans ». Et donc sur les buissons, par exemple, dans le jeu, de jour, on va jouer des cigales. Et de nuit, parce qu'on réutilise toujours, on va pouvoir utiliser des criquets. Ça crée de la proximité parce que les RFX distants, les surrounds, sont tellement au loin et abstraits que ça peut donner l'impression qu'il y a vraiment un décor et nous au milieu, mais que c'est très flou, très artificiel. Et là, ça permet d'ancrer ça un peu plus avec des objets réels. Et encore une fois, ça peut être sur de l'activité humaine. Et pour ça, on s'est basé, par exemple, sur les fenêtres des maisons. À Bagdad, à l'époque, il n'y a pas de vitres parce que ça coûte super cher à faire et que c'est super fragile, donc il y a des mouches arabiées. Les mouches arabiées, c'est des grandes planches de bois percées de trous, ce qui permet de laisser passer de l'air pour que la maison s'aère, mais pas trop de lumière pour que le soleil ne tape pas trop fort à l'intérieur. Donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la maison, mais on voit qu'il y a des fenêtres. Et depuis ces fenêtres, quand on marche dans la rue, il peut y avoir des sons d'activité humaine qui jouent pendant qu'on passe. Et ça aussi, ça va être dépendant du quartier et de l'heure de la journée. Parce que, encore une fois, à Harouia, les gens travaillent, donc à l'intérieur des maisons, on peut entendre des gens qui bossent. De jour. Genre, quelqu'un qui affûte son couteau. Et de nuit, les gens peut-être qu'ils bossent pas, mais vu que c'est un quartier pauvre et où on bosse avec du charbon, les gens ils sont malades et du coup ils dorment mais ils toussent. Donc on a mis des gens qui toussent. Et lui il va vraiment pas bien. Tac. Je vous ai déjà parlé de ça. Et c'est à peu près tout. Et rien qu'avec ça, avec ce fond d'air et ces effets aléatoires placés autour de nous, et les éléments visuels, parce que depuis tout à l'heure, je vous parle de ce qu'il y a en plus des éléments visuels. La torche qui est à côté de nous continue de faire du bruit, les fontaines, les gens qui ont des conversations dans la rue, les gens qui marchent, tout ça fait du bruit. Ensemble, ça crée vraiment déjà un environnement qui est riche. À partir de là, à peu près tous les jeux font ce que je viens de vous décrire. Ce que je vais vous décrire maintenant, c'est des trucs qu'on a rajoutés parce qu'on s'est rendu compte que soit ça manquait pour nos piliers, notre esthétique, ou parce qu'on avait envie d'approfondir certaines choses, parce que ça nous tenait à cœur dans le contexte du jeu. Est-ce que vous vous rappelez des pads, les trucs que j'ai dit au début, les fonds d'air? Je vous ai dit que c'était tout, on en avait 4, c'était super. Eh ben, j'ai menti. Des os, pas des os. Il y a plus que ça. On s'est rendu compte qu'en fait, même si c'est que du vent, c'est du bruit blanc, eh ben, c'est assez chargé au niveau sonore, ça fait un volume constant et ça peut être vite fatigant pour l'oreille. Alors que dans la vraie vie, dans le jeu, un assassin passe son temps à faire du parcours, être au milieu des gens, se cacher, monter sur les toits pour se cacher un peu, s'aérer et tout. Et on s'est dit, on peut utiliser ça. On a le paramètre d'altitude, le moteur de jeu nous envoie la hauteur de la caméra, c'est trop bien. On peut en fait moduler nos fonds d'air avec la hauteur à laquelle on est. Et donc on utilise l'altitude. Là, comme je vous disais, c'est une addition empirique. On s'est rendu compte que ça manquait et que ça collait complètement à l'idée de une vie vivante, mais aussi d'être un assassin et de sentir que des fois, on s'extrait de la foule pour sortir du danger et pouvoir prendre un point de vue en hauteur. Et donc, on a créé des variations de tous nos fonds d'air, de jour et de nuit, en fonction de la hauteur. Donc, on a celui que je vous ai fait écouter tout à l'heure et celui de jour au sol. Et on a créé des variations sur les toits, qui est le deuxième truc principal, où c'est les toits des maisons qui sont peut-être à, entre 3 et 6 mètres au-dessus du sol. Et encore plus en haut, les hauteurs, et là, ça va être les palais, les forteresses, les minarets, des lieux d'intérêt vraiment très importants, des tours, qui sont aussi des trucs emblématiques d'Assassin's Creed, puisqu'on s'en sert pour synchroniser notre carte et avoir une vue d'ensemble de la ville. Et là, le but, ça va vraiment être de se sentir déjà un peu en danger, parce qu'on est à genre 40 mètres du sol, et aussi de se sentir vraiment loin de la foule et dans une position dominante. Donc je vais vous faire écouter le passage du sol aux hauteurs. C'est ce que je vous ai fait écouter tout à l'heure, on est au sol. Un peu. On va passer au toit. C'est beaucoup moins chargé en vent parce qu'en fait, on respire un peu plus grâce à ça. Et surtout, vu qu'il y a moins d'éléments visibles, parce qu'il n'y a rien sur les toits à part nous, on peut mettre des oiseaux, on peut mettre des choses au loin, suggérer qu'il y a de la distance avec les choses. Et là, on monte très haut.
Et là, on veut sentir qu'on est au bord d'un précipice, donc il y a un peu plus de vent, de hauteur, genre type montagne. Et là, on entend des choses très distantes. Des trucs au loin, des gens qui bossent, des oiseaux. Et tout ça, c'est en plus des RFX et des autres choses que je vous ai décrites. Et ça nous a... là, cette fois-ci, c'est vraiment fini les pads. Je vous ai pas menti, il n'y aura pas de surprise en plus. Peut-être. Ce qui remplace nos 4 pads de base pour le matin, journée, soir, nuit, multiplié par les 3 hauteurs en 12 pads. C'est pas tant que ça, mais rien qu'à... En fait, à chaque fois qu'on rajoute des paramètres à nos systèmes, on multiplie super vite toutes les choses qu'on a à créer. Donc il faut aussi faire attention, quoi, et se concentrer sur les choses qui nous paraissent vraiment importantes. On va parler de voix. C'est hyper important dans une ville parce qu'en fait, jusque-là, au début d'un projet, on a quand même des enregistrements de conversations. On a ce qu'on appelle des crowd stations. Et en gros, c'est les level designers vont placer dans la rue des gens qui bossent, qui vont être là toute la journée ou qui ont des routines, ou des gens qui font le marché, qui papotent entre eux, etc. Mais du coup, c'est très éparse. Ça constitue peut-être, je sais pas, 10% de la population de la ville. Alors que en fait, le reste de la population, c'est des gens qui marchent d'un quartier à l'autre, on a l'impression qu'ils vont quelque part. La vérité, c'est qu'ils vont nulle part, juste ça sert de fond pour le jeu. Mais ces gens-là ne font aucun bruit, à part le fait qu'ils marchent sur le sol. Alors qu'en vérité, une foule, ça papote, ça échange, ça aile les gens au loin, il y a des crieurs de rue, il se passe des trucs, et on a besoin de bruit de foule. Ne me demandez pas pourquoi ça s'appelle les wala, ça n'a aucun rapport avec le projet ou le fait que ce soit en arabe. C'est un mot qui est utilisé depuis le début du jeu vidéo, on appelle les bruits de foule des wala. Voilà. Et un truc qui était hyper important pour nous, c'est que le jeu, il est multiculturel. Genre, vu que c'est le centre mondial à l'époque de la science, de la médecine, de l'art, je vous ai déjà dit tout ça, ben, il n'y a pas du tout que des gens qui parlent arabe, qui était la langue maternelle de l'Empire abbasside. Il y a aussi toutes les cultures alentours, voire très lointaines, qui voyagent de loin pour se former. Et donc, forcément, on a vraiment enregistré des conversations. Alors, comment ça se passe? C'est vraiment nos voice designers ont recruté des comédiens, comédiennes de ces langues-là, les ont mis dans une même pièce et ils leur ont demandé, en posant des micros un peu partout, d'avoir des conversations normales, quotidiennes, en évitant des sujets genre comment t'as réparé ton iPhone, parce que forcément, si tu tends l'oreille et que t'entends ça à Bagdad au 9e siècle, tu te dis « Oula, il y a un problème ». Mais ouais, c'est vraiment des conversations organiques avec plein de gens, des voix différentes, des accents différents. Rien qu'en arabe, en fait, on peut pas se dire qu'il y avait un accent abbasside, qui serait l'accent irakien moderne. Il y a forcément, vu que ça s'étend à l'Iran et toute la côte nord de l'Afrique, il y a plein de cultures différentes, rien que dans les locuteurs arabes. Donc il y a arabe, on a enregistré plein de locuteuristes arabes. En hébreu aussi, forcément, il y en avait plein. En turc, vu que la Perse n'était pas très loin. En grec et en mandarin, puisque il y avait des grands échanges culturels, que ce soit sur l'art, mais aussi forcément la médecine et la science, puisque pendant que nous, Européens, étions en train encore de taper sur des cailloux en mangeant notre caca, ces gens arrivaient à compter en base de 12 et à faire des pentamètres iambiques. Donc voilà, je ne sais pas comment. Et c'est trop bien parce qu'en fait, au lieu d'avoir on a des banques de sons que tous les jeux utilisent et que nous, à Ubisoft, on a, où c'est des random conversations de brouhaha un peu étouffées pour pas qu'on comprenne ce qu'ils disent en anglais. Ben, on sent que c'est notre culture à nous, on sent que c'est un langage européen. Et là, on a besoin, c'est un marqueur culturel, la manière dont les gens rient, dont les gens crient, dont les gens pleurent. Et en fait, ça va se ressentir à la fin dans l'ambiance globale et les gens de ces cultures vont se reconnaître, normalement. En tout cas, on a eu des retours dans ce sens-là. C'est super, tout ça, Gwen, vous allez me dire, mais comment ça marche, un son de foule? Parce que y a plein de gens qui passent, qui bougent, qui font leur vie. C'est difficile de savoir où placer notre haut-parleur virtuel. Et donc, on a des systémiques. Je regarde l'heure, ça a l'air d'aller, il faut que je speed un peu. On a des systémiques. En gros, le principe, c'est que tous nos PNJ font leur journée, ils ont des routines, ils se lèvent le matin, ils se couchent le soir, ils ont des boulots, ils parlent avec les autres et tout, et ils se baladent dans les rues, dans leur quartier. Et en fait, en marchant dans la rue et en formant des attroupements autour de, je sais pas, des crieurs de rue, des musiciens, de leur boulot, ils créent des groupes. Et la taille de ces groupes va nous permettre de comprendre à partir de quel moment c'est une foule. Et en fait, on a décidé de manière arbitraire que à partir de 5 personnes au même endroit, c'est un tout petit groupe. Et en fait, on va empêcher de jouer leur voix individuelle et leur bruit de pas individuel. Et on va jouer le son d'une conversation d'un petit groupe avec un haut-parleur au milieu de cette foule. Ça, c'est 5 personnes. Donc c'est léger, ça reste
tranquille. À partir de 10-15 personnes, on passe à un groupe petit. C'est déjà plus vivant, les gens sont un peu plus compacts, donc ils se permettent de parler plus fort. Et après, c'est un groupe moyen, on est 20-25. C'est un peu plus distant, on sent qu'il y a une espèce de brouhaha dans les basses, un peu plus englobant. Et enfin, dans les rues vraiment remplies de jour, dans le grand bazar, dans le hammam, il y a vraiment tellement de monde, ça peut se compter en centaines. Il nous faut un truc où on entend une centaine de personnes. Et donc tout ça, c'est dépendant du quartier, on va choisir de mélanger différentes langues. Et aussi, on a des variations selon l'heure de la journée. Encore une fois, vous allez nous dire, on est des tarés avec l'heure de la journée, mais en fait, ça fait vraiment sentir que le temps passe et qu'on est dans un univers organique. Et du coup, de nuit, j'ai pas le fichier sous la main, mais il faut se dire que les gens, ils chuchotent un peu plus, ils osent moins crier, ils osent moins rigoler, et donc on a enregistré des conversations de nuit pour coller à cet univers-là, pour que ça semble logique, quelle que soit la quantité de gens. Vous allez me dire, super Gwen, ça sonne super bien, mais en fait, ça fonctionne tout seul. Les joueuses peuvent faire ce qu'ils veulent au milieu de cette foule, ça ne va rien changer. Alors qu'on est un héros, on est un assassin, on est un criminel, et du coup, nos actions vont avoir un impact émotionnel sur la foule, dépendamment de comment on est recherché. Et du coup, on avait besoin de créer des réactions de foule pour conditionner aussi les comportements des joueuses, leur faire comprendre qu'il faut être discret, qu'il ne faut pas faire des crimes sur des innocents en pleine rue de jour. C'est super simple, vous faites que la foule, une fois que vous faites ce genre de comportement, elle crie, elle a peur. Donc on a créé des voilà réactifs. On a demandé à ces mêmes comédiens de jouer la peur. Et donc si vous êtes au milieu d'une grande foule comme ça, là, d'un seul coup, vous chlassez un chien, je sais pas pourquoi, vous êtes vraiment pas cool, la foule va avoir peur. Voilà. Et ça paraît super exagéré en fait comme ça, comme interprétation, mais on est tellement focus sur notre mission quand on incarne un personnage qu'on se rend pas compte qu'on a un impact, et il faut qu'en fait il y ait ces cris, il y ait ces apeurements, il y ait ces animations des PNJ qui se cachent sous les tables, qui se barrent en courant, parce que ça permet vraiment de faire comprendre que nos actions ont un impact. Et ça fait partie du pilier ville immersive. Et enfin, et là c'est le troisième point qui découle du Walla réactif, c'est super, vous avez chlassé un dog en pleine rue, les habitants ont eu peur, ils ont crié et ils se sont barrés, vous êtes dans une rue hyper passante, il n'y a plus personne et vous entendez plus rien, il n'y a plus aucun bruit de foule parce qu'il n'y a plus aucun PNJ rassemblé face à vous. Ce qui n'a fait aucun sens puisqu'il se pourrait que dans la rue d'à côté qui ne vous a pas vu, il y ait un autre marché et il y ait plein de gens qui tchatchent, qui achètent des trucs, qui crient, qui jouent, qui rient, qui pleurent. Donc on a dû créer des voilà distants, c'est-à-dire des trucs qui, tant qu'on est de jour, jouent au loin, tout autour de nous, pour nous faire comprendre que c'est une métropole et la ville vit tout autour de nous, quoi qu'on fasse. C'est un peu les mêmes conversations, mais dans la réverbération, plus au loin, qui jouent par-delà les murs, par-delà les toits. Et tout ça en boucle, cohérent avec les RFX, les machins, les trucs, les pads, les objets 3D. Ça commence à faire beaucoup de trucs. Imaginez l'enfer de mixer ce jeu. Heureusement, c'est pas moi qui l'ai fait. C'était mon directeur audio et le directeur technique, et ils se sont arrachés les cheveux, mais à la fin, ça sonne bien, donc bravo à eux. On va parler de culture abbasside, parce que tout ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ça pourrait très bien marcher dans ce jeu, comme dans San Andreas, dans GTA, parce que c'est une grande ville où il se passe des choses, il y a de la foule, et on veut créer une ambiance de ville riche. Donc, qu'est-ce qui pouvait pour nous, et grâce à l'aide des archéologues et des scientifiques, marquer la culture abbasside de cet empire, de ce moment dans l'histoire, et surtout de cette capitale et de ses quartiers? Et donc, il y a plusieurs éléments qui sont ressortis. D'abord, la musique intradiégétique. Alors, je ne sais pas si le terme intradiégétique vous parle. La diégèse, c'est l'univers de jeu. On a de la musique, comme dans n'importe quel jeu, n'importe quel film, qui est audible que pour nous en tant que spectatrices joueuses, mais pas pour les personnages de l'univers, sinon ce serait vraiment bizarre. Et dans ce jeu, la musique extradiégétique a été composée par Brendan Angelides, je me permets de le dire. Et on a une musique intradiégétique, qui est de la musique qui existe dans l'univers, où il y a des musiciens dans les rues. Vu que c'est une ville super culturelle, oui, il y a des gens qui jouent de la musique dans la rue, ou dans des concerts privés pour les personnes super riches. Il y a des déclamations de poésie, donc il y a de l'art partout. Et donc, on a fait appel à un compositeur iranien qui s'appelle Nima Farhara, qui nous a fait quasiment de l'archéologie musicale pour composer des musiques que les gens pourraient entendre à l'époque dans les rues, avec les instruments et les styles de jeu de l'époque. Donc c'est un vrai travail d'archéologie parce que c'est une transmission qui se perd, il n'y a pas forcément autant de
partitions à l'époque qu'on peut en avoir aujourd'hui, on en a quand même un petit peu, parce qu'il y a beaucoup de traces écrites, mais la ville a été rasée, donc forcément on a perdu des trucs. Donc ça a été un travail de réinterprétation d'airs modernes, mais qu'on sait qui nous sont passés de générations précédentes, et un peu de travail de les quelques traces qu'on a de mélodies, de choses comme ça, de paroles, essayer de composer des choses qui vont dans ce sens-là avec la culture de ces endroits-là. Et avec que des instrumentistes, et ça c'est super chouette, qui ont été enregistrés, qui sont des instrumentistes de ces pays-là, de l'ancien empire abbasside. Donc Iran, Irak, Liban, voilà, un peu Perse, ce genre de choses. Et ce qui est trop cool, c'est que du coup, on a dans les rues, des fois, on croise des musiciens, ça peut être une personne, on appelle ça des stations. Un peu comme ce que je vous disais tout à l'heure, il y a des crowd stations, c'était des gens qui bossaient, qui parlaient. Là, c'est pareil, il y a des crowd stations, c'est juste des musiciens dans la rue. Ça peut être un mec qui joue du kamanché, c'est des cordes frottées, et il va jouer un des airs à la mode, un air qu'on a appelé en vogue. Et donc, c'est pas du numérique, c'est vraiment quelqu'un qu'on a demandé, qui est un instrumentiste de kamanché, qui nous a interprété ces airs, qui ont été composés pour l'occasion. Et ce qui est trop bien, c'est qu'on voulait donner l'impression que c'est une ville qui partage une culture. Et donc, ces mêmes airs, ils peuvent être joués par une personne dans un quartier, mais par 4 personnes dans un autre quartier, réinterprétés à leur façon. C'est le même air, mais là avec du tef, qui est la percussion qu'on entend, du ney, qui est l'espèce de flûte, un oud, ce qui est les cordes pincées, et le kamanché à nouveau, qui est les cordes frottées. Et les musiciens, ils ont leur routine, donc on les croise, il y a des gens qui écoutent, qui frappent dans leurs mains, qui leur donnent des pièces. C'est aussi un élément de gameplay, parce que vous pouvez distraire des gens, des gardes, en payant les musiciens pour qu'ils jouent plus fort, pour qu'ils fassent un gros concert. C'est vraiment quelque chose de super vivant. Et on a essayé de décliner ça par quartier, en différents moods, selon les inclinations esthétiques de chaque type de population, on va dire. Des trucs plus festifs, plus dansants. Ça, c'est trop bien. Ça reste vraiment beaucoup dans la tête. On les a beaucoup travaillés, mixés, placés dans la ville, parce que tout est placé à la main. Donc je peux vous dire que tous ces airs-là, on les connaît par cœur. Des trucs plus mélancoliques, à deux. Et donc voilà, je l'ai dit, c'est 1 à 4 musiciens par station. Et le deuxième élément qui nous a apporté beaucoup, c'est l'appel à la prière. On est dans une culture éminemment musulmane. Et en fait, il n'y a pas d'horloge dans la ville, mais il y a un truc qui permet à tout le monde de comprendre quelle heure il est, c'est l'appel du muezzin. Depuis sa grande tour, il va, à des moments réguliers de la journée, faire des espèces d'appels à la prière, quasiment du chant. Vous avez déjà dû en entendre dans des films ou dans des documentaires, j'imagine, mais je vais vous le faire écouter de toute façon. On a demandé à un vrai muezzin de nous en faire. Et là, c'était un peu plus compliqué parce que dans la vraie vie, c'est censé interrompre nos activités en tant que travailleureuse dans la ville. On est censé arrêter ce qu'on fait, prendre un moment pour prier, et surtout, il y a des choses à ne pas faire. On ne peut pas crier, on ne peut pas jouer de la musique au moment de l'appel à la prière. Donc ça a dû demander aussi de bosser avec les gens qui font les PNJ, les gens qui font le LD, ce genre de choses, pour que tout le monde s'accorde à ces moments de la journée qui sont découpés par l'appel à la prière. Il y en a entre 4 et 8 selon les cultures dans la journée normalement. Et en fait, une journée de jeux vidéo, c'est beaucoup plus court qu'une journée dans la vraie vie. Une journée dans la vraie vie, ça dure 24 heures. Une journée de jeux vidéo, dans Mirage en tout cas, ça dure à peine 1 heure. Et donc, on ne pouvait pas placer tous les appels à la prière parce que juste sinon, littéralement, ça prenait toute la journée et ça aurait été un peu long parce que personne n'aurait pu bosser et personne n'aurait pu faire de la musique. Donc, qu'est-ce qu'on a choisi de faire ? En fait, on avait des conseillers, bien sûr, en religion parce que on n'est pas tous de confession musulmane et soyons très honnêtes, c'est des gens à Bordeaux qui ont fait le jeu, donc que des bons blancos. Il n'y a pas que des blancos, mais je veux dire, forcément, la tête du projet, c'est des gens d'Ubisoft Bordeaux qui sont des figures relativement blanches. Donc on avait des conseillers et conseillères là-dessus. Et donc ils nous ont dit, ça ne se fait pas d'interrompre et de couper un appel à la prière en plein milieu, il vaut mieux en mettre moins, mais les laisser en entier, parce qu'en gros, il y a un début et une fin, c'est un récit cohérent, où on raconte des choses. Donc on a choisi d'en mettre 2. 2 qui sont celui du lever du jour, ce qui en plus accompagne un moment qui est vraiment beau. Je trouve que le travail de la lumière dans ce jeu, notre équipe lumière, ils étaient 4 à peu près, ils ont fait un travail merveilleux et c'est un moment assez marquant à chaque fois d'entendre au loin le muezzin qui appelle toute la ville au réveil avec cette résonance, les autres qui du coup sont réveillés par le bruit et tout, c'est génial. Ça donne à peu près ça. Il faut imaginer que ça résonne vraiment dans toute la ville et ça prend la place de tout, c'est super chouette. Voilà. Et on arrive au dernier point qui me fait beaucoup rire, mais il reste 20 minutes, donc je vais aller très vite, parce que j'ai envie de pouvoir vous montrer le jeu et qu'on ait des questions-réponses.
Là, c'est un sujet sur lequel j'ai bossé moi directement. C'était un peu mon sujet à la fin de la production et je l'ai trouvé très drôle parce que c'était un petit détail qui nous paraissait manquer. Je vous ai parlé des mouches Arabi tout à l'heure. C'est pas les vitres, mais du coup les planches qu'il y a aux fenêtres pour faire passer de l'air mais couper de la lumière. On ne voit pas à l'intérieur des maisons, ce qui est trop bien parce que du coup, les gens du level art n'avaient pas à modéliser l'intérieur des maisons, ce qui était impossible. On en voit un mouche Arabi là dans l'image, c'est le truc qui laisse passer la lumière. Et en fait, on passe notre temps à grimper à des baraques et du coup à s'accrocher à des mouches arabiées, vu que c'est des prises d'escalade pratiques. Mais il ne se passe rien dans ces baraques. Il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de visuel. Et on s'est dit, en fait, on peut suggérer qu'il y a de la vie à l'intérieur par le son. Je bois un coup. Parce que vu qu'on ne voit rien, on peut montrer ce qu'on veut de manière aléatoire. Encore une fois, vous connaissez la chanson. On s'est basé sur dans quel quartier on est et à quelle heure de la journée. Et on a créé... avec un autre collègue, plein de scénettes en fait. Plein de scénettes, je pense qu'on en avait plusieurs dizaines, de ce qui se passe à l'intérieur de ces maisons, aléatoirement, quand on grimpe aux fenêtres et qu'on s'arrête. Il faut vraiment, pour l'entendre, parce qu'il faut coller l'oreille, il faut s'arrêter sur le mouche arabier et attendre un peu, il se passe des choses dans les maisons. Donc c'est très aléatoire, la plupart du temps ça ne joue pas, c'est aussi pour que à la 30e heure de jeu, vous continuez de découvrir des choses dans cette ville et qu'elles vous surprennent encore. Ça peut être des scènes de travail, donc par exemple... pas vous faire dans ce sens-là, donc je vous montre tout. Ça peut être des festivités, des scènes quotidiennes, etc. Et par exemple, là, c'est un bébé qui pleure, parce que c'est la nuit, et il veut pas dormir. Et quelqu'un qui se lève pour le bercer. C'est vraiment une scénette qui a un début et une fin, ça va pas boucler, ça va juste jouer du début à la fin et s'arrêter. Et c'est le bébé de mon directeur audio. Alors c'est pas un monstre, hein, il a pas enregistré alors qu'il n'allait pas bercer son bébé, il s'est enregistré en train de bercer son bébé. Ce qui est vraiment mignon. Voilà, on a des scénettes de gens qui nettoient leur baraque, passent le balai. Et ce qui nous importait, c'est qu'ils fredonnent la musique intradigétique. En fait, pour montrer que c'est une ville vivante et que les gens écoutent les mêmes airs, écoutent les musiciens, font la fête ensemble, c'est normal en fait qu'on fredonne les trucs qu'on entend toute la journée. Et donc, tous les petits airs de musique intradigétique, par-ci par-là, dans les maisons, les gens les fredonnent. Et ça, ça m'a permis, moi, d'enregistrer toute mon équipe audio en train de fredonner et de cacher leur petite voix un peu partout dans le jeu. Ce qui est vraiment agréable, quoi. C'est laisser une petite trace de nous. Ça peut être des gens qui font à bouffer. Ah, c'est tellement fort que ça a coupé le son. Je vais y arriver. Hop, je reviens. Hop. C'est encore coupé. Je vais y arriver. Hop. Donc c'est un peu rigolo parce que c'est un peu surprendre l'intimité des gens, quoi. Voilà. Et alors il y en a un que personne n'a jamais trouvé. Je voulais le faire écouter aujourd'hui parce que un truc qui était très drôle, c'est que j'en ai fait genre une dizaine où j'ai repris les enregistrements purs de nos musiciens intradigétiques parce qu'on a les enregistrements du studio et je les ai déformés. C'est hyper facile de faire croire que quelqu'un fait une fausse note en modifiant un enregistrement. Et donc j'ai fait comme si les musiciens, avant de sortir jouer dans la rue, s'entraînaient chez eux. Et donc ils jouent les mêmes airs, mais je les ai modifiés pour qu'ils fassent des conneries, quoi. Ce qui est assez drôle. C'était super marrant enregistré. Et il y en a un dont personne ne m'a jamais parlé, alors que vraiment, moi, à chaque fois que je l'écoute, il me fait crever de rire. J'espère que vous allez rigoler, sinon ça va être bizarre. Je vous laisse la séquence en entier. Et donc le type pète son ou descend pas. Voilà, ça me fait... Je suis trop content d'avoir fait ça. Je sais pas pourquoi. C'est vraiment... Enfin, c'est le genre de détail à la con que
Peut-être qu'une personne trouvera et elle aura l'air d'une folle parce qu'elle le mettra sur Reddit en mode « Vous avez entendu le mec qui pète sa guitare dans... » Voilà, ça fait déjà 45 minutes, donc on va vite passer à la démo. Maintenant que vous avez entendu tous les systèmes, on va juste jouer 2 minutes au jeu et après vous aurez le temps de poser des questions normalement. Est-ce qu'on peut switcher à mon PC qui est là, du coup, sur la vidéo, s'il vous plaît? Je vais juste remettre le son du jeu. Hop. Parce que je l'avais coupé. Ouais. Et vous allez pouvoir entendre tout ensemble, sachant que je vous ai vraiment pas parlé de tout. Il y a des systèmes de météo, il y a des systèmes d'oiseaux, il y a des systèmes de... Vraiment tellement de choses, vous imaginez même pas. Vous voyez le jeu, c'est bon? Super. Ok. J'ai coupé la musique extra diégétique pour qu'on l'entende bien. Est-ce que ça te dérangerait la régie de mettre un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Donc là, on est... Je vais me mettre la carte. On est à la limite entre Harbiya et Abbasiya, qui est du coup le quartier des gens qui bossent et le quartier de la culture, de l'art, etc. Donc on va être un peu à la frontière dans l'urbanisme et dans la culture. On est sur les hauteurs. Donc en fond, on entend le pad des hauteurs. Il est très bas, mais en fait, ça fait un fond sonore. Je veux bien qu'on monte encore, s'il vous plaît, parce qu'on n'entend pas très bien. Merci beaucoup. On est descendu sur les toits. Donc on entend la foule, mais un peu étouffée. Et là, on va descendre au sol. On entend beaucoup mieux les conversations, on entend beaucoup mieux le fond d'air. Et je vais fermer ma gueule pour que vous puissiez entendre le jeu. Alors là, typiquement, il y a un musicien, mais j'arrive pas à comprendre où il est. Ici. Et on voit les gens qui vibent. Et le but, c'est que tout ça soit cohérent, que ce soit pas fatigant pour l'oreille, parce qu'on va vraiment passer des heures dans cette ville. Donc il faut découvrir tout le temps des choses, mais jamais que ça prenne la place sur les bruits de combat qui sont un élément important, les dialogues avec la narration en général qui vont vraiment prendre une place importante. Là, on est dans un lieu d'intérêt, c'est un jardin, et on remarque qu'on a quasiment coupé le fond d'air pour laisser de la place, c'est un moment de respiration. Je vais essayer de monter à des fenêtres pour vous faire entendre les émetteurs, mais c'est pas sûr que ça marche parce que c'est très aléatoire. Le but, c'est que ce soit rare, donc on aura peut-être de la chance. Vous entendez les sons d'activité humaine, la faune et la flore. Je fais pas exprès de renverser des gens, je suis désolé. Alors. Il faut des types de mouchards à biais précis parce que j'ai placé les émetteurs que sur certains types. Ça, c'en est un, par exemple. Et ça sort. On reprend un peu de hauteur. C'est super léger, mais en fait, c'est vraiment le petit détail où si je pose la manette 2 secondes parce que je dois répondre à un appel, je reprends le truc et je fais « Oh, il y a du son !» Et je vois que ça fait... Il reste 10 minutes, donc on va passer aux questions. Et voilà. On peut repasser sur le PowerPoint si vous voulez. Merci beaucoup, merci.
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main et puis comme d'habitude, on passe un micro. Salut. Hello. Du coup, c'était super intéressant le truc des quand on s'approche d'une fenêtre, on peut entendre des scènes et tout. Et je me posais une question peut-être un peu bête, mais du coup, vu que c'est une scène qu'on voit pas, je suppose que vous avez eu plus de créativité. Est-ce que c'était vraiment champ libre, vous pouviez faire à peu près ce que vous voulez, ou est-ce qu'il y avait quand même des guidelines venant par exemple de la team design Il y a des guidelines parce qu'on a des guidelines sur le projet entier. On a vraiment des gros bouquins, un genre de gros wiki interne qui nous dit à cette époque, les gens ils font ça chez eux, ils jouent à tel jeu, ils rigolent, ils parlent de cette manière, ils bossent de telle heure à telle heure. Et ça nous donne déjà un super cadre pour imaginer. Et je vous cache pas qu'on s'est bien creusé la tête pour l'intérieur des maisons de se dire mais qu'est-ce qu'ils foutent les gens chez eux et qui sera audible et un peu rigolo à entendre. Donc on a pas mal réfléchi, on n'a pas fait ça en 2 jours, hein. Mais typiquement, moi, j'adore bosser avec les narrative designers et nos researchers parce que, notamment Bastien Delermite, qui est vraiment un bon ami et un des narrative designers du projet, un jour, je me suis pointé à son bureau et je lui ai dit, mais est-ce que les gens ils jouaient à des jeux de société à l'époque? Parce que je me dis, il pourrait y avoir des scénettes où les gens ils lancent des dés, rigolent et tout, mais est-ce que les gens avaient des dés? Est-ce que les gens avaient des cartes? Est-ce que c'était une activité qui se faisait? Et surtout, dans quelle classe sociale? Parce que dans quel quartier? Et donc, il m'a dit, oula, je sais pas. Donc, il a fait de la recherche parce que c'est son taf. Et il est revenu vers moi, il m'a dit, bah ouais, il y a un jeu, il y a un des plus vieux jeux qu'on connaît au monde qui s'appelle le jeu royal de Ur, qui date d'avant l'Empire abbasside, mais on y joue encore, et du coup, qui a un genre de backgammon en gros, et donc on sait qu'il y avait des pions et des dés. Et du coup, c'est trop bien, parce que moi, je peux faire des petites scénettes où je enregistre mes colocs en train de jouer aux dés, et super, ça fait une nouvelle truc. Voilà. Donc ça fait des contraintes, et en même temps, c'est aussi des sources hyper intéressantes pour se plonger dans l'histoire. J'espère que ça répond à ta question. Ouais, nickel, merci beaucoup. Salut. Hello. Merci pour la conf, c'était le feu. Moi, j'ai une question à propos de comment vous bossez. À quel point est-ce que, pour tous les sons comme les mésanges, les conversations, ces types de trucs, à quel point est-ce que vous utilisez des sons que vous enregistrez vous-même? À quel point vous utilisez des banques de sons? Dans le cas des banques de sons, à quel point vous utilisez des banques de sons qui sont propriétaires, que vous avez que à Ubisoft, et ou si vous achetez à des producteurs privés, par exemple, qui font des banques en ligne? C'est une question super vaste parce que ça dépend de ouf des sujets. Typiquement, en fait, on a des choses qu'on sait qu'on pourra enregistrer nous-mêmes, ou relativement facilement, et qui vont constituer l'identité du jeu. Donc on sait qu'on a envie de passer du temps à les enregistrer. Un truc très bête, c'est les follets, genre les bruits de vêtements et d'armure et d'armes de notre personnage. Ça va être quelque chose qu'on va pouvoir facilement... Enfin, on sait faire des sons d'armure, on sait faire des sons d'armes, et on a les objets pour les enregistrer chez nous. Donc on va prendre le temps de le faire. Moi, j'ai fait beaucoup des animaux... Enfin, c'est un de mes gros sujets, à part l'ambiance, c'était de faire tous les animaux du jeu. Donc les plumages, les sabots, les pattes, les griffes, c'était hyper simple à enregistrer parce que, ou même les miaulements de chat, j'ai un chat chez moi, trop bien, vous l'avez vu, je peux enregistrer mon chat. Mais on n'est pas à Bordeaux, parce que le jeu est fait à Bordeaux, on n'est pas à Bordeaux dans le jeu, donc il y a des choses que j'ai pas sous la main, genre des dromadaires et des guépards. Et donc, oui, on va utiliser des banques de sons. Souvent, c'est des banques de sons vraiment spécialisées. Genre, il y a un type qui fait super bien des banques de sons d'animaux exotiques. Et trop bien, on a fait appel à lui, on lui a demandé plein de sons. Et après, on ne va pas les utiliser tels quels, forcément qu'on va les retravailler, les découper, les déformer. Un exemple très précis que j'utilise tout le temps, c'est la douleur. Heureusement, merci, il n'y a pas de banque de sons où on a des bruits de douleur d'animaux. Mais dans le jeu, c'est un jeu systémique, vous avez le droit de taper les animaux. Il y a même des animaux qui sont des ennemis, genre les guépards. Et donc, moi, j'ai pris des enregistrements, j'ai passé 1 semaine à faire que des bruits de douleur d'animaux, c'était un peu dur pour le moral. Mais je prends des sons de chats, de chiens, de guépards, il y avait genre une vingtaine d'animaux, et je les déforme pour qu'on ait l'impression qu'ils aient mal. Et voilà, donc c'est même avec les banques, forcément qu'il y a du travail de création avec. Super, merci. Oui, je suis là. Coucou. Coucou, merci beaucoup pour la conférence. C'était vraiment super intéressant de voir tous les systèmes que vous développez. Et j'ai une question justement sur ça. Comment vous décidez que vous voulez ajouter des nouveaux systèmes? Comment vous les réfléchissez? Comment vous dites « Ah putain, ça serait une bonne idée, ça manque au projet ?» Et la question qui vient juste après, c'est est-ce que vous avez de la place pour faire des tests de systèmes? Et comment ça se passe si... comment ça se passe si ça marche pas? Comment vous les testez en gros? Et s'ils sont scrappés ou pas? On écoute. En fait, le besoin vient toujours de l'écoute. Par exemple,
nous, un truc que j'adore avec l'équipe audio, c'est qu'on se retrouve, on a une salle un peu comme cette amphi à Ubisoft Bordeaux, où on se retrouve pour jouer toutes les semaines ensemble et écouter les créations de l'équipe audio de la semaine. Ça peut être des trucs qui sont pas intégrés, qu'on vient juste de sortir de Reaper, ou ça peut être des choses qui sont dans le moteur, et donc là on écoute les systèmes en entier, et on se fait des retours tous ensemble, et on laisse la place à toutes les voix. C'est pas juste le directeur audio qui va dire « Bravo, c'est validé ». C'est vraiment, c'est genre, je fais bien les voix graves, hein. Il a une voix grave en plus, Étienne, donc voilà. Mais c'est vraiment, il demande l'avis à tout le monde. Et même quand j'étais stagiaire il y a 3 ans, on me demandait mon avis sur les assets des autres, parce que c'est aussi un savoir-faire, de savoir écouter et critiquer le travail des autres. Et donc on écoute, on se rend compte, c'est vraiment de l'additif, quoi. On se rend compte, ok, bah notre pad, notre fond d'air fonctionne, mais c'est un peu chiant. Il manque des trucs pour aller vers nos objectifs. Eh ben ok, on va réfléchir à un nouveau système et la personne qui est en charge de ces sujets-là, genre l'ambiance, genre le vent par exemple, eh ben on va lui dire bah ok, reviens nous voir avec une proposition et on va commencer par des mock-ups. Donc on prend une vidéo de gameplay et on va faire pour de faux dans Reaper en montant les sons de manière linéaire. Ensuite, on estime les besoins tech, donc on va dire à nos audio-programmeurs et à nos tech audio avec Wise et Anvil, est-ce que tu penses que ce serait pas trop compliqué de faire ce genre de truc et combien d'assets on aurait besoin et comment on veut que ça module, quelle place ça prendrait sur le disque, etc. Enfin, plein de spécifications techniques. Ils nous disent OK. Donc, ils le font, ils sont super sympas. Et ensuite, on produit les assets pour ces trucs-là, on itère, on les perfectionne, on perfectionne les systèmes et on les écoute toutes les semaines jusqu'à arriver à un moment où on se dit OK, c'est cool, ça sonne bien. Voilà. Ah, c'est bon, je suis là. Yes, bonjour, alors merci du coup pour votre presse. Pour avoir fini le jeu, moi ce qui m'a marqué c'était l'immersion. Je suis super content d'avoir redécouvert des scènes que d'un point de vue du son. Donc merci pour ça. Ma question c'était sur, je ne sais pas à quel point tu peux en parler du coup, mais à quel point globalement ton travail a évolué sur le prochain AC. Genre en méthode de travail, parce que du coup c'est pas du tout la même culture, les mêmes pratiques, etc. À quel point ça demandait du travail de faire ça, quelle accommodation tu as dû faire, etc. Enfin voilà. C'est intéressant comme question parce qu'en plus on est dans un cadre, pour les gens qui ne savent pas, on est en train de développer le prochain Assassin's Creed qui s'appelle Shadows, qui se passe au Japon féodal, donc c'est pas du tout la même ambiance, historiquement déjà et esthétiquement. Nous, alors le projet est mené par Québec, c'est toujours comme ça, il y a un studio qui dirige et souvent ils ont de l'aide, que ce soit pour aider au jeu principal ou faire des DLC. Et à Bordeaux, on fait du DLC là, et on aide un peu pour le jeu principal. Mais du coup, bah déjà, on suit les méthodologies de travail et l'esthétique posée par Québec, parce que forcément, chaque corps de métier de chaque studio a ses méthodes de travail et ses affinités, etc. Donc là, on se base sur les méthodes de Québec. Et moi, j'ai pas du tout les mêmes sujets à gérer que sur le jeu précédent. Je peux pas vous dire quoi, mais j'ai pas de l'ambiance à faire. J'ai vraiment des trucs très différents en termes de création d'assets et de systèmes. Et donc, bah, j'apprends, je m'adapte. On ne sait jamais vraiment tout. En plus, vu qu'on est avec des outils maison qu'on crée au fur et à mesure, on ne peut pas avoir de l'expertise complète dessus. Donc, on crée notre expertise par sujet et par prod. J'espère que ça répond à ta question. Super. Hello. Bonjour, merci. Moi, j'avais une question. Est-ce que, donc là, vous dites que vous avez enregistré des sons, que ce soit pour les animaux, pour les atmosphères, pour les musiciens surtout. Est-ce que vous avez eu l'occasion de partir en voyage avec l'équipe, prendre des sons sur place, des ambiances sur place ? Alors, ça demande un sacré budget. Ça dépend des prods, parce que du coup, ça dépend de l'état financier de l'entreprise. Pour ce projet-là, je sais qu'il n'y a pas eu de voyage en particulier, en tout cas pas pour l'équipe audio. Mais ça se fait régulièrement, effectivement, d'envoyer des gens sur place, plein de corps de métier aussi pour que ce soit un moment où l'équipe se rassemble et crée des liens. Ça peut être des concept artistes pour prendre plein de références, plein de photos, de trucs hyper précis, genre à quoi ressemblent les bouches d'égout dans telle ville, bah, c'est spécifique à cette ville. Et aussi l'équipe audio, et typiquement, je suis déjà parti pour un précédent projet qui se passait au Japon, pas le prochain Assassin's Creed, qui se passait dans le Tokyo moderne. Bah, j'allais pour une autre raison professionnelle à Tokyo et je leur ai dit mais vous voulez pas me laisser une semaine de plus là-bas avec des micros parce que comme ça je peux faire une super banque de sons. Ils ont dit ok, et du coup j'ai fait une super banque de sons à Tokyo et c'était trop bien, c'est un moment merveilleux. On appelle ça du field recording en général et on essaie d'en faire le plus possible et souvent le plus possible proche de nous parce que ça coûte moins cher, parce que typiquement bah, des corneilles à Bordeaux et des corneilles, si c'est la même espèce bien sûr, à Tokyo c'est les mêmes, donc bah il
Il y a pas longtemps, je suis allé chez mes grands-parents, il y avait des corneilles, je les ai enregistrés, je peux les utiliser dans le jeu, c'est trop bien.